Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mon nom est Sophie Montreuil. Je suis la directrice générale de l'ACFAS. C'est un immense privilège pour moi de vous accueillir pour cette discussion avec David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne. L'ACFAS est une organisation qui a 98 ans cette année et qui met de l'avant les sciences en français et les scientifiques, entre autres en organisant des concours, des formations et des événements et rencontres comme celui d'aujourd'hui. Nous sommes très nombreux à être connectés ce matin à l'heure du Québec pour faire un voyage spatial avec David Saint-Jacques et lui poser nos questions, bien sûr. Mon collègue Philippe Sarret nous expliquera le déroulement de l'activité dans un instant. Vous êtes notamment nombreux, de très nombreux élèves réunis avec votre classe pour profiter de cette activité. Bravo, vraiment, merci d'être là avec nous. Merci d'être intéressés par les sciences, par les scientifiques et par leurs découvertes. Vous le savez, les sciences sont partout dans notre quotidien, de l'exploration spatiale dont on va parler aujourd'hui avec David Saint-Jacques, au vaccin contre ce virus, bien sûr, mais aussi pour étudier l'histoire, par exemple. Les sciences, les recherches scientifiques, elles nous éclairent sur notre passé, sur notre présent et aussi sur le futur, sur votre futur et sur le nôtre. Bravo, sincèrement, aux enseignantes et aux enseignants d'accompagner la jeunesse dans la découverte des sciences en français. Vous avez vraiment toute ma reconnaissance. Au nom de l'ACFAS, je tiens à remercier l'Agence spatiale canadienne du gouvernement du Canada de rendre possible cette magnifique rencontre avec David Saint-Jacques et je tiens à le remercier, lui, très sincèrement. Il ne s'en souvient pas, mais j'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a quelques années. Et j'ai une magnifique photo pour en témoigner. Oui, j'assiste ce matin à cette activité en tant que directrice générale de l'ACFAS, mais aussi comme vous, en tant que personne très intéressée par le voyage que David Saint-Jacques nous propose. L'expression « avoir des étoiles plein les yeux » prend tout son sens aujourd'hui. Je me permets de rappeler que cette activité se déroule dans le cadre de la programmation Science-moi, liée au 88e congrès de l'ACFAS, notre activité annuelle phare, qui se termine aujourd'hui et qui a réuni en ligne plus de 5000 personnes toute la semaine, qui a proposé 219 colloques et plus de 550 vidéos réalisées par de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs en français. Cette exceptionnelle semaine des sciences a été organisée avec l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishops, que je tiens aussi à remercier sincèrement. Je remercie aussi Philippe Sarret, président du comité des activités Science-moi, et je lui passe les commandes du vaisseau de notre voyage avec David Saint-Jacques. Bonne activité, bonne rencontre, bonne discussion. Merci. Merci Sophie et bonjour à tous. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour les activités Science-moi organisées pour le 88e congrès de l'ACFAS, co-organisées par les universités Bishop et l'université de Sherbrooke. Je me présente, je suis le professeur Philippe Sarret. Je suis professeur au département de pharmacologie et physiologie, directeur de l'Institut de pharmacologie et directeur du Centre d'excellence en neurosciences. Et j'ai la chance aujourd'hui, en fait, de vous faire un petit peu rêver. Petits ou grands, je pense qu'on est tous fascinés par la conquête de l'espace. Je pense aussi qu'on se pose tous la question, y a-t-il la vie sur Mars, par exemple? Peut-être que les robots Perseverance et Curiosity pourront nous apporter certaines réponses à ces questions. Vous posez probablement, est-ce qu'il y a d'autres planètes qui sont habitables? Et puis en tant que scientifique, moi je me pose aussi beaucoup la question de savoir, on parle beaucoup des trous noirs, est-ce que les trous noirs par exemple existent réellement? Est-ce que les voyages interstellaires sont possibles? Donc autant de questions que vous allez pouvoir poser aujourd'hui à notre invité, le docteur David Saint-Jacques. Comme l'a mentionné Sophie, en fait, le docteur Saint-Jacques, et évidemment, vous le connaissez tous comme astronaute de l'Agence spatiale canadienne, mais il faut savoir aussi que le docteur Saint-Jacques est à la fois médecin, astrophysicien et ingénieur. Donc, il a pu compléter une formation, je dirais, multidisciplinaire, et au travers de ça, apprendre 5 langues, le français, l'anglais, l'espagnol, le japonais et le russe. Et ça, en une seule vie.
Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, j'aimerais en profiter aussi donc, pour ce voyage interstellaire, donc inviter David Saint-Jacques pour cette présentation. Et j'inviterai aussi, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à poser des questions. Vous allez avoir l'occasion d'être en direct avec lui de l'hôpital du Cusum. Donc, je vous invite à poser des questions à David Saint-Jacques. Vous allez pouvoir utiliser le bouton questions-réponses dans Zoom, donc, qui se trouve en bas de votre écran. Et pour les écoles qui nous écoutent, si c'était possible pour vous de nous indiquer l'école et également le prénom de l'élève et la classe, le niveau de l'élève. Donc, ce serait gentil, ça nous permettrait d'orienter les questions à David Saint-Jacques. Donc, sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de David Saint-Jacques pour ce voyage dans l'espace. Bonjour tout le monde, c'est David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vais partager quelques-unes de mes réflexions que j'ai acquises durant les années que j'ai passées à m'entraîner pour aller dans l'espace et finalement lors d'une mission spatiale. Peut-être d'abord commencer par un petit vidéo que l'Agence spatiale canadienne a préparé là, qui décrit bien la mission, des très belles images. À chaque fois, moi, ça me donne des frissons de le revoir. Alors, on va regarder cette petite vidéo-là et puis on se reparle après. Le 3 décembre 2018, David Saint-Jacques réalise un rêve. Il s'envole vers la Station spatiale internationale pour un voyage de plus de 6 mois dans l'espace. Alors que les astronautes sont mis en quarantaine avant de partir dans l'espace, le rêve devient de plus en plus concret. Le lancement du 3 décembre est un succès. Le périple de David pour rejoindre la Station spatiale et s'y arrimer dure 6 heures. Une fois à bord, c'est un horaire très chargé qui attend les astronautes. Bienvenue à bord de la Station spatiale. De la réalisation d'expériences scientifiques à la maintenance de la Station spatiale, en passant par l'exercice physique quotidien et des communications avec de jeunes Canadiens de partout au pays, il doit effectuer une multitude de tâches pour le succès de sa mission. C'est un immense privilège de se trouver ici. Très peu de gens ont eu la chance de voir ceci de leurs propres yeux. David a la chance d'assister à une première mondiale, le vol d'essai du vaisseau Dragon dédié au transport d'équipage. Bon voyage, Dragon. Bon voyage, Ripley. Le 14 mars, 3 nouveaux coéquipiers arrivent à la station. Le 8 avril, David Saint-Jacques effectue sa première sortie dans l'espace. Bonjour, TC, je suis prêt. Il est accompagné de l'astronaute de la NASA, Anne McClain. Durant 6h30, ils effectuent plusieurs tâches, dont le branchement de câbles pour fournir un circuit électrique redondant au Canadarm2. David devient le 4e astronaute de l'Agence spatiale canadienne à faire une sortie dans l'espace. On prend le temps de regarder autour et on prend le temps d'essayer d'absorber ça. Honnêtement, je suis sûr que ça va me prendre encore des semaines, des mois, peut-être des années à vraiment absorber l'expérience. Il est aux commandes du Canadarm2 pour attraper le vaisseau cargo Dragon de SpaceX. Bienvenue à bord, Dragon. On se recule et on voit la station qui s'éloigne doucement, les panneaux solaires qui s'éloignent. Il y a du mouvement, on a toujours l'impression qu'on ne bouge pas, qu'on flotte. Ça me fait penser un peu à l'impact peut-être qu'on ressent à une collision en voiture. C'est vraiment un arrêt brusque. La vague est très forte, cette vague énorme qui m'a amené ici. C'était tout un voyage. Je suis juste complètement abasourdi. C'est très touchant, c'est une leçon d'humilité. Ça donne envie de revenir sur Terre et de faire sa part pour la protéger encore plus. Voilà, bien, ça résume bien, je pense, ce qui s'est passé durant cette mission vraiment incroyable. Je vais préparer quelques petites présentations, quelques photos là, pour partager des réflexions que j'ai eues le long du chemin et pour notamment au sujet des parallèles à faire entre la médecine dans l'espace et la médecine sur Terre.
Je pense qu'il y a beaucoup de défis communs et donc des solutions peut-être communes aussi. Alors, si vous n'en êtes pas déjà convaincu que l'espace est dans la vie de tout le monde, j'espère que vous le serez à la fin. Allons-y avec la présentation. Donc, j'ai commencé ma carrière comme astronaute avec la sélection. À ce moment-là, je travaillais comme médecin de famille en région éloignée dans le Grand Nord du Québec, au Nunavik. C'est un endroit, évidemment, où j'ai appris l'adaptation culturelle. Il faut vraiment être capable de se faire accueillir et de travailler, là, si on veut, avec les gens qui viennent complètement d'une autre perspective que la nôtre. Et ça, évidemment, ça m'aura bien servi dans l'espace. C'est aussi un endroit où on apprend le travail d'équipe intense, hein, avec les pilotes de brousse pour nos avions ambulances, les super infirmières, les premiers répondants inuits. Toute cette petite équipe tissée serrée doit travailler vraiment ensemble extrêmement bien pour livrer des soins de santé de qualité. Donc ça aussi, c'est des leçons que j'ai apprises et qui vont, en rétrospective, m'ont bien servi. Mais c'est pas comme ça que j'ai commencé pour être astronaute. J'ai commencé comme tout le monde, mon cheminement comme un enfant. Un enfant avec la tête pleine de rêves, un enfant qui voulait toujours tout comprendre. Et notamment, ces images-là, moi, m'ont toujours fait vraiment rêver. Je me souviens, la première fois que j'ai vu ça, ces images de la Terre, vues de l'espace, j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Et quand j'ai compris ce que je regardais réellement, que moi, j'étais sur cette bille bleue, je me suis demandé, mais papa, il est où le photographe? Ah, le photographe David, il est sur la Lune. La Lune, c'est évident que c'est loin, là, quand on regarde dans le ciel la nuit. Ça a complètement bouleversé ma perspective. Ça m'a fait vouloir devenir un explorateur, vouloir comprendre toujours plus, augmenter ma perspective. Ça m'a fait vouloir rester en bonne santé, continuer à aller à l'école, et puis apprendre des langues étrangères, et toujours continuer à être curieux et à plus comprendre le monde autour de moi. De fil en aiguille, c'est une longue histoire dont on pourrait se parler plus tard, mais j'ai fini par être accepté dans le programme spatial canadien comme astronaute. Et après plusieurs années d'entraînement, j'ai eu ma chance donc de rejoindre une équipe d'astronautes pour décoller vers l'espace à bord d'une fusée Soyouz dont j'étais le copilote. Alors, vous pouvez imaginer juste ça, c'est énormément de préparation pour obtenir cette certification-là. Et finalement, un jour que toute cette technicalité est derrière nous, le lancement, quelle émotion, l'accélération, les vibrations, ce sentiment de se faire porter dans le ciel et après cette espèce de montagne russe physique et émotive d'arriver dans l'espace à la station spatiale, notre station spatiale, le vaisseau spatial de l'humanité en orbite. C'est important pour moi pour plusieurs raisons, la station, c'est important pour tous, je crois. D'abord, c'est un laboratoire de recherche où on fait de la recherche de très haut niveau depuis des décennies et on en bénéficie tous. Ça, je pense que ça va sans commentaire, mais c'est plus que ça aussi, la station spatiale. La station, c'est aussi le fruit d'une collaboration entre des nations qui, il n'y a pas si longtemps, se faisaient la guerre. Hein? La Russie, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, les pays d'Europe, le Canada. Grâce à l'espace, on dirait, ont réappris à travailler ensemble. Et ça, comme père, comme citoyen, ça me donne espoir de cette démonstration quotidienne qu'on peut travailler ensemble. C'est pas toujours facile, mais on est capable. On se démontre à chaque jour dans l'espace. Puis la troisième raison, je pense, pour laquelle c'est important, c'est la perspective que ça nous donne. Hein? On voit ici là, cette merveille de technologie qui garde en vie dans le vide spatial mortel 6 membres d'équipage. C'est vraiment un miracle technologique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière la Terre. La Terre, ça, on a pu la voir grâce à l'espace. La Terre, c'est notre vaisseau spatial à nous tous. La Terre garde en vie des milliards d'êtres vivants dans le vide cosmique, mortel, depuis des milliards d'années. Et ça, grâce à une boucle de recyclage des ressources sans fin. C'est vraiment un miracle. On la voit ici, la beauté de notre planète, là, la petite ligne bleue de l'atmosphère. C'est comme une petite brume matinale là, qui est accrochée à la Terre. C'est tellement fin. Les océans, à cette échelle-là, c'est comme une couche de vernis sur la Terre. On a l'impression parfois que les ressources sont infinies, mais c'est juste une illusion.
C'est une boucle fermée de recyclage. Il n'y a pas une goutte de nouvelle eau, il n'y a pas une molécule de nouvel air qui arrive jamais sur Terre. C'est tout recyclé en cycle fermé. Et cette perspective-là, cette responsabilité-là que ça nous donne, je pense qu'on la doit en bonne partie à l'exploration spatiale. Tous les efforts qu'on met pour sortir de notre maison, la première chose qu'on veut, c'est se retourner et la regarder. C'est éblouissant. Éblouissant comment elle est belle, gracieuse, clairement vivante, alors que tout le reste est mort. On se retourne, ce qu'on voit, c'est du noir. Après, il y a la Lune, qui est une roche, le Soleil, qui est une boule de feu, les autres planètes qui sont désespérément inhospitalières. Et en comparaison, la Terre, c'est un miracle, un oasis miraculeux. Et ça, cette perspective-là, je pense que l'espace nous a donné, c'est peut-être le plus gros héritage de l'exploration spatiale. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, là, comme astronaute, j'ai pu avoir la chance de faire toutes les affaires cool que les astronautes font, utiliser Canadarm pour attraper un vaisseau cargo, mettre un scaphandre et faire une sortie spatiale. Cette perspective-là que ça m'a donné, c'est vraiment difficile à décrire, mais ce sentiment d'unité avec des milliers de gens au sol qui, sur des décennies, se sont grattés la tête pour inventer ces systèmes-là, pour permettre à un être humain d'être confortable dans cet endroit tellement inhospitalier qu'est l'espace. Et la raison pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui plus du côté recherche médicale, c'est que aller dans l'espace, en gros, c'est le fun parce qu'on vole, puis on fait de la recherche, puis on a une perspective incroyable, mais c'est vraiment pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé parce que, si on veut, globalement, ça cause une espèce de vieillissement accéléré. Et il n'y a pas un système de notre corps qui reste intact. Hein? Ça affecte le système neurologique, le système cardio-respiratoire, le système sanguin, le système musculaire, le système squelettique, ça affecte notre système immunitaire. Et tout ça, les effets que ça a sur le corps humain ressemblent toujours à des maladies réelles, si on veut, des maladies sur Terre, mais ils se développent très rapidement chez des individus, par ailleurs, en excellente santé. Donc, on est un peu des rats de laboratoire parfaits pour la recherche médicale. Alors, les choses qu'on fait d'abord pour contrer ça, d'abord l'exercice, hein, parce que une des choses que ça fait d'être dans l'apesanteur, c'est que ça nous transforme, ça nous donne un rythme. On devient quelqu'un de très sédentaire en équivalent parce qu'on n'a pas vraiment utilisé notre corps contre la gravité. Mais ça, il faut absolument contrer ça si on veut marcher, être capable de marcher lorsqu'on revient au sol. 2 heures d'exercice intense par jour, ça, c'est le cœur de la solution, mais il y a plus que ça aussi. Vraiment, on fait beaucoup de recherches scientifiques à bord, en général, sur les sciences de la vie, surtout, au niveau fondamental, mais on en fait beaucoup sur les astronautes. On est nous-mêmes les cobayes d'une grande partie des expériences scientifiques, soit d'un point de vue médical, donc pour comprendre les effets de l'apesanteur sur le corps humain, pour trouver des manières de les contrecarrer ou d'améliorer, si on veut, le sort des astronautes ou le pronostic ou la capacité de se rétablir en revenant. Il y a aussi tout un côté technologique là, d'améliorer l'autonomie des équipages pour leurs propres soins médicaux. Mais c'est là que la ressemblance avec la Terre commence à devenir plus claire. Hein? On a un peu le même problème qu'une infirmière qui est en région éloignée, par exemple. On ne peut pas se rendre à l'hôpital universitaire, on ne peut pas envoyer une prise de sang et avoir le résultat le lendemain. On doit être capable de tout faire nous-mêmes. Et ça, les exigences extrêmes de l'espace ont fait qu'au fil des années, on a développé beaucoup de technologies de télémédecine ou de technologies d'autonomie médicale pour permettre aux équipages d'être leurs propres soignants, au moins pour les choses immédiatement dangereuses. Et donc, d'un côté, le côté scientifique, de recherche de comprendre ce qui se passe, de mettre sur pied peut-être des médicaments ou des traitements, et de l'autre côté, le côté technologique, donc d'avoir des outils pour l'indépendance médicale. Ces 2 aspects-là sont, je crois, très, très applicables à la Terre. Le genre de choses qu'on fait dans l'espace, dans ce domaine-là, bon, il y a des recherches sur l'effet de l'apesanteur, par exemple, sur la densité osseuse. Hein? Ça cause une espèce d'ostéoporose accélérée et prématurée. Et donc, évidemment, on veut protéger les astronautes de ça. Ils ont besoin, c'est quand même un emploi, si on veut, très physique. Donc, on a besoin de protéger des fractures. Donc, ça, tout ce qu'on développe pour l'ostéoporose des astronautes, évidemment, ça a un impact sur Terre, sur le
problème plus général, énorme d'ostéoporose chez les personnes âgées notamment. Puis le système cardiovasculaire, hein, lorsqu'on est en orbite, notre cœur et notre système vasculaire, initialement, a encore l'habitude, si on veut, de biaiser la pression plus vers le haut pour réussir à amener du sang à la tête. Quand on arrive en apesanteur, tout ça, ça ne sert plus à rien. Ça nous donne une grosse tête rouge et enflée, des petites jambes blanches et frêles, parce qu'il y a comme encore cette exagération de pression vers le haut dont on n'a pas besoin. Ça prend quelques semaines avant de s'habituer. Et puis, quand on revient sur Terre, c'est le contraire. Notre sang nous tombe dans les jambes. Ça nous prend quelques semaines à se réhabituer à ramener le sang vers le haut. Il y a des effets de calcification, on a encore un effet de vieillissement accéléré. Tout ça sert à l'étude, si on veut, aux soins des maladies cardiaques en général sur Terre. Des effets neurologiques, encore peut-être à cause de la pression augmentée à l'intérieur de la boîte crânienne, c'est un peu mystérieux. Des effets visuels aussi, des astronautes qui perdent un peu des problèmes de champ visuel, ça c'est encore un peu mystérieux. Et tout ça, ça ramène à certains problèmes neurologiques bien communs sur Terre. Des côtés après plus technologiques, alors il y a ce rêve d'avoir un laboratoire dans une boîte là, au chevet de tout patient ou peut-être aux soins intensifs à chaque lit ou pour qu'une personne âgée qui est à domicile, pas besoin d'aller en clinique parce qu'elle a ça chez elle. Par l'espace, on désire ça aussi, évidemment, pour lui envoyer une tube de sang congelé dans un vaisseau spatial pour revenir sur Terre dans un laboratoire. C'est tellement compliqué là, parfois à faire de la recherche de ce côté-là. Donc, ce rêve là, du laboratoire, là, c'est au chevet, on le développe pour l'espace. Aussi, des espèces de vêtements intelligents qui monitorent les signes vitaux en permanence et qui peuvent peut-être un peu d'intelligence artificielle pour sentir d'avance quand il y a des problèmes qui commencent à se pointer à l'horizon. Donc, ça, des espèces de monitoring là, permanent, intelligent, on développe pour l'espace, mais évidemment, ça peut servir énormément sur Terre. Et il y a finalement de la recherche en psychologie, hein, parce qu'il n'y a pas seulement les effets physiques dans tout ça, mais il y a des énormes impacts psychologiques. Quand on parle d'isolation, de confinement, et puis on sait tous ce que ça veut dire maintenant après avoir vécu la pandémie, d'être dans l'espace, ça amène ça à un autre niveau. Hein? Ce sentiment d'être loin de ceux qu'on aime, d'être incapable de les aider, d'être nous-mêmes, un peu laissés à soi-même et que personne ne peut vraiment physiquement venir nous aider à part donner des conseils. Le sentiment d'être pris ensemble dans la même boîte, cette exigence là, de bien s'entendre à tout prix, c'est tellement important. Donc, il y a isolation, confinement à un niveau extrême quand on est dans l'espace. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui est faite à ce sujet-là, beaucoup de sciences qui nous est donné. Et je pense que dans le contexte là, de la pandémie, c'est d'autant plus pertinent. C'est tout ce qu'on apprend grâce à l'espace. Puis un jour, après ces aventures de plusieurs mois dans l'espace, vient le temps de revenir. Ici, ce qu'on voit ici, la ligne sur la présentation, là, c'est si on veut, l'étoile filante que devient un vaisseau spatial lors du retour, alors qu'à 8 km par seconde, là, il retombe du ciel. En fait, on tombe du ciel quand on revient de l'espace. Hein. On ralentit un petit peu, on tombe du ciel et à 8 km par seconde, on frappe l'atmosphère, on devient une étoile filante, une boule de feu. Évidemment, les vaisseaux spatiaux sont bien conçus et c'est pas un barbecue à l'intérieur, c'est confortable. Et un jour, éventuellement, les parachutes s'ouvrent et on réatterrit sur Terre pour un retour assez brutal avec la gravité. Hein. Là, c'est moi, le jour de l'atterrissage, je force un peu un sourire, mais en fond, je n'ai pas vraiment envie de sourire parce que c'était assez pénible. Et c'était particulièrement pénible parce que après des mois de vie dans l'espace et de m'adapter, j'étais vraiment dans l'espace au top de ma forme, je me sentais extrêmement bien, j'étais physiquement en excellente santé et je reviens sur Terre et là, retour à la gravité, c'est comme si j'avais oublié c'était quoi la gravité, c'était écrasant, la nausée, l'hypotension, j'avais envie de m'évanouir et j'ai eu devant moi un long chemin là, de récupération. Ça, c'est une journée après le retour. J'avais besoin de tenir la main de mes garçons là, pour me tenir droit. Ça allait mieux un peu, mais ce qui m'attendait, c'était plusieurs semaines de réadaptation intense pour réapprendre là, à marcher essentiellement et accomplir mon petit projet personnel, si on veut, ma marque de succès, c'est le jour où j'ai osé prendre ma fille sur mes épaules et marcher sans avoir peur là, de trébucher. Ça a pris quelques semaines avant de me sentir prêt pour ça. Et là, je me dis, OK, je suis redevenu un terrien, si on veut.
On va parler un petit peu de l'avenir après avoir parlé de cette mission-là. Hein. Alors moi, j'ai eu le privilège de faire un séjour de 7 mois à bord de la station spatiale, qui est à peu près à 400 km de la Terre. On apprend beaucoup, là, sur nous-mêmes, sur notre planète. Mais on peut encore, en termes médicaux, on n'est encore pas très loin. On peut encore concevoir revenir sur Terre en Medevac, si on veut, comme en ambulance, s'il y avait un véritablement grave problème. C'est un peu comme si on faisait du camping dans notre cour arrière, hein, pour tester notre équipement. On sait que si ça va vraiment mal, on peut rentrer à l'intérieur, au pire aller. La queue importe les jambes, mais on pourrait. Et la prochaine étape, c'est la Lune. On veut y retourner, je crois. Hein. Le Canada s'est impliqué là, dans les grands projets ambitieux de retour à la Lune, une base autour de la Lune. Ça, la Lune, c'est 1000 fois plus loin que la station spatiale, grosso modo. Là, revenir avec un Medevac, c'est pas vraiment possible. On change notre état d'esprit à télémédecine. Hein? L'équipage peut s'occuper de soi-même avec beaucoup d'aide du sol parce que, en termes de communication, alors qu'à partir de la station, c'est pratiquement instantané, les communications, la Lune, c'est quelques secondes de délai, mais on peut encore parler à la radio, avoir de l'aide. C'est un peu comme la médecine en région éloignée, là, mais sans Medevac possible réellement. Notre rêve là, à long terme, c'est Mars. Mars, c'est 1000 fois plus loin que la Lune, grosso modo. Là, la télémédecine, ça ne marche pas, c'est comme 10 minutes de délai de communication. C'est du email, hein, les communications là, vers Mars. Donc, il faut développer l'autonomie complète de l'équipage. Alors, notre progression, notre analogie de camping, là, la station spatiale, c'est comme du camping dans la cour. La Lune, c'est comme amener notre équipement de camping sur le haut de la montagne, là, à 1 heure de voiture de chez nous. Hein, c'est pour se pratiquer. Et puis, quand on est prêt, Mars, ben, c'est comme dire, OK, on va faire l'Everest. Là, il faut être complètement autonome et avoir entièrement confiance dans notre équipement. Et ça, c'est ça un peu le rêve qui est à l'horizon. Et en termes là, du Canada, ben ça, c'est le projet de base autour de la Lune. Vous voyez qu'il y a un bras robotisé. C'est la contribution là, que le Canada s'est engagé à fournir. Donc, on embarque là-dedans dans ce retour, si on veut, là, vers la Lune, ce qui va nous servir pour tester toutes nos technologies. Hein, la Terre n'est pas grosse vu de la Lune. Hein? Donc, il faut vraiment, je pense, une pression de rendre l'équipage quand même beaucoup plus autonome avec toute la capacité d'appeler la Terre. Les gens qui vont atterrir sur Mars, c'est pas pour tout de suite, mais probablement qu'ils sont déjà nés, ces astronautes-là. Eux, ils vont arriver sur Mars, il n'y aura personne qui va les transporter dans une chaise, comme moi quand je suis arrivé au Kazakhstan. Il va falloir qu'ils s'arrangent, il va falloir qu'ils bâtissent leur base, probablement envoyer des robots avant pour commencer la préparation, mais on a beaucoup à apprendre pour améliorer la santé et la capacité physique des astronautes lors de l'atterrissage. Le gouvernement du Canada, l'Agence spatiale canadienne, est très impliquée dans ces projets-là. Et puis, on a pris un petit peu le pari d'offrir des solutions aux problèmes médicaux qui devient, pour les missions à très longue durée dans l'espace profond, un des problèmes principaux maintenant. Parce qu'on se rend bien compte que, point de vue technologique, on va probablement arriver à maîtriser les systèmes de support de la vie, l'oxygène, le CO2, l'eau, la propulsion, la navigation. C'est des problèmes techniques qu'on a une bonne chance de résoudre pour rendre ça assez fiable pour aller sur Mars et en revenir. Mais les problèmes médicaux, c'est un peu encore le gros pari. Est-ce qu'ils vont se rendre là vivants? Est-ce qu'ils vont être capables de s'entraider, de prendre soin d'eux-mêmes? C'est pas pareil, là, c'est probablement 3 ans, ces missions-là, 4 ans. On ne peut plus juste croiser les doigts et espérer que tout va bien aller. Il faut vraiment se préparer. Fait qu'on prend une approche très collaborative avec l'industrie, avec le milieu académique, avec les différentes agences du gouvernement, différents ministères, différents pays, pour arriver à trouver des solutions à cet appétit commun qu'on a tous de soins de santé plus modernes, plus personnalisés, plus près du patient, parce que c'est pas juste les astronautes qui en ont besoin. Hein? On peut imaginer une personne âgée là, qui est prise à domicile pour qui se rendre à la clinique, c'est vraiment logistiquement très compliqué. Mais si on pouvait tout faire à son chevet, c'est tellement mieux. Même dans un grand centre universitaire, les patients qui sont aux soins intensifs, difficiles à mobiliser, bien, si on peut tout faire au chevet, ce sera encore mieux. Les gens à la maison, comme vous et moi, qui préféreraient peut-être pouvoir faire ça chez eux. Les médecins qui aimeraient ça en région éloignée, avoir plus d'autonomie, meilleur entraînement. Des infirmières qui sont très isolées, évidemment aussi, donc qui bénéficieraient énormément de toutes ces avancées-là. Donc, le fait qu'on a des problèmes communs, on a probablement des solutions communes.
Mais et c'est en gros des thèmes comme le monitoring à distance des signes vitaux, les diagnostics au chevet, ce rêve d'avoir le laboratoire qui peut faire toutes les prises de sang, par exemple, qui tiendrait dans une petite boîte. Améliorer les outils de télémédecine, les protocoles de télémédecine. Aussi, peut-être grâce à l'intelligence artificielle, des systèmes qui pourraient aider les soignants à prendre des décisions cliniques pour des choses qu'ils ont rarement vues ou dont ils ne se souviennent pas très bien. Après ça, il y a tout le côté de simulation pour la formation et puis l'entraînement, puis garder ses compétences. Ça, c'est des forces déjà qu'on a au Canada. Il suffit un peu de les rassembler ensemble avec les exigences de l'espace et ça va nous servir à tous. Et ça me rappelle un peu l'histoire des ordinateurs et d'Apollo. On se parle en ce moment grâce à des ordinateurs, des satellites, des caméras. Beaucoup de ça a été inventé avec l'excuse de l'exploration spatiale. Ce qu'on voit ici, là, cette boîte dorée un peu, c'est le premier ordinateur compact et qui a été développé pour le système de navigation de la capsule Apollo. Ça semblait peut-être une folie à l'époque d'essayer de développer ça. Pourquoi? Il marche très bien. Les ordinateurs qu'on avait à l'époque étaient énormes comme un bâtiment, mais ils marchaient bien. Non, pour la capsule, ça prend une affaire miniature. Et c'est le grand-papa un peu de tous nos ordinateurs, cet ordinateur de navigation de la capsule Apollo. Et je pense que c'est un bel exemple de comment, historiquement, c'est un peu toujours le même cycle qu'on voit. Les exigences extrêmes de l'environnement spatial excitent un peu le meilleur de notre génie. Et avec cette excuse-là de vouloir le faire pour l'espace, on se gratte la tête et on développe des technologies, on a des idées auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé sans le défi particulier de l'espace. Et en retour, on apprend des choses, on développe des nouvelles technologies, on comprend des choses scientifiquement parlant qui nous servent à tous. Hello. Oui, bonjour. Bonjour David Saint-Jacques. Bon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct du CUSUM et d'avoir accepté l'invitation à participer à cette conférence dans le cadre de l'ACFAS. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de faire cette conférence au nom de l'ensemble des membres du comité de l'organisation de l'ACFAS, mais surtout d'avoir permis de faire rêver un petit peu les jeunes dans cette période difficile où les activités sont plus difficiles. Donc je me présente, je suis le Dr Philippe Sarré, je préside les activités grand public de l'ACFAS et je suis aussi, en dehors de ça, directeur de l'Institut de pharmacologie et directeur du Centre d'excellence en neurosciences de l'Université de Sherbrooke. Donc c'est moi qui vais animer la période de questions aujourd'hui et puis il y a beaucoup de questions en fait très diversifiées qui vont vous être posées. Donc il y a beaucoup d'écoles qui sont connectées avec nous aujourd'hui, donc vous allez avoir la possibilité d'avoir des questions très diversifiées. Donc, sans plus attendre, je vais peut-être commencer par la première question. En fait, on a vu dans votre vidéo que, évidemment, vous faisiez beaucoup d'exercices pendant le temps que vous êtes dans l'espace, environ 2 heures par jour. Et puis, en fait, il y a une question reliée à ça de Nathan, qui est en 5e année à l'école 4 qui pose la question. Bon, on voit qu'on vous faites de l'exercice dans la navette spatiale, mais à côté de ça, quel est le besoin au niveau de la préparation physique avant de décoller? Bonne question, Nathan. Alors, un astronaute, on sait qu'en allant dans l'espace, c'est mauvais pour notre santé. Alors, on essaie de partir au top de notre forme. On essaie d'être la plus grande forme possible pour avoir la plus grande réserve possible avant de partir. Donc, moi, j'essaie d'aller faire de l'exercice à chaque jour. Soit des poids et haltères, soit de la course ou du vélo, de la natation, des choses comme ça. Il faut que ce soit, quand ça fait partie de tes habitudes quotidiennes, à ce moment-là, c'est plus une corvée, c'est quelque chose qui t'apporte de la joie, puis même que tu t'en ennuies quand tu le fais pas. Alors, c'est ça qui fonctionne le mieux pour moi. Donc, et spécifiquement pour les astronautes, on doit garder une bonne musculature des épaules pour le scaphandre.
le scaphandre, le gros habit d'astronaute blanc, là, parce que c'est très rigide, c'est très difficile à bouger, ça. Les mains aussi, pour pouvoir bien agir. Donc, il y a quelques trucs spécifiques, mais en général, c'est simplement rester en bonne santé, autant en termes cardiovasculaires, donc la course, tout ça, que musculaire, pour pas se blesser essentiellement. Merci. J'ai une autre question, en fait, en relation avec celle-ci. Vous êtes allé dans l'espace, vous êtes revenu en décembre 2018, si je me souviens bien. Vous avez été en décembre 2018 dans l'espace. Ça fait maintenant 2 ans. Ça fait maintenant 2 ans, 2-3 ans. Est-ce que vous ressentez encore les effets d'avoir été dans l'espace à l'heure actuelle? Non, alors c'est tout rentré dans l'ordre, mais ça a pris quand même 3-4 mois, je dirais, avant d'être d'abord physiquement remis, mais aussi psychologiquement. Parce que il y avait comme un effet un peu une espèce de, comment je pourrais dire, une espèce de flou, de flottement, une sensation de flottement mental quand je suis revenu. Comme quoi, comme quelqu'un qui revient d'une grande aventure, d'une grande expédition, d'un grand voyage, et puis qui retourne dans la vie quotidienne, il faut se réajuster. Mais physiquement, c'était surtout des choses comme mon sens de l'équilibre, d'abord, qui était nul quand je suis revenu. Alors ça a pris quelques semaines. Après ça, sensation d'étourdissement permanent, la tête légère, ça a pris plus longtemps, peut-être 1 mois. Et puis ma posture, j'étais dans l'espace, parce qu'on flotte, j'étais toujours un peu en boule comme ça, le dos courbé. Et quand je suis revenu, je marchais pas droit, j'avais mal au dos. Alors ça, j'ai eu beaucoup de travail à faire pour me redresser, si on veut. Et mon petit défi personnel, c'était quand j'ai osé prendre ma fille sur mes épaules et marcher sans avoir peur de tomber. Ça m'a pris au moins 3 semaines avant d'oser faire ça, mais c'était un peu ma marque là, que j'étais redevenu un terrien comme les autres. Une autre question du groupe de Madame Ariane de la polyvalente de Saint-Hyacinthe-de-l'Orme. Donc une question d'Elie Chagnon. Vous avez mentionné à un moment donné que effectivement, c'était pas facile de bouger dans le scaphandre. Est-ce que ça a aussi des conséquences au niveau de la respiration? Est-ce que c'est difficile dans ce type d'équipement de pouvoir respirer? Alors, en fait, non, ça c'est surprenant. Dans le scaphandre d'astronaute, le scaphandre au complet, c'est comme un immense masque d'oxygène, si on veut. Donc, on est très à l'aise pour respirer. On respire de l'oxygène pur, alors qui est humidifié. Donc, c'est très confortable, mais ce qui est bizarre, c'est que ça change notre voix. Parce que c'est de l'oxygène à plus basse pression. C'est à peu près 1/3 d'atmosphère, mais d'oxygène pur, donc c'est correct pour l'oxygénation de notre cerveau. Mais vu que la pression est plus basse, ça change le timbre de notre voix beaucoup. Alors ça c'est comique de s'entendre après, quand j'écoute des vidéos, entendre ma voix, c'est pas ma voix normale, c'est parce qu'on respire de l'oxygène à peu près 1/3 de pression atmosphérique. Mais sinon, c'est facile de respirer. Par contre, la crainte de tout astronaute dans son scaphandre, c'est s'il faut que tu te grattes le nez ou si tu as envie d'éternuer, ça, il ne faut pas que ça arrive parce que tu ne peux pas mettre tes mains à l'intérieur de ton casque, évidemment. Une question de Léana, 3e année à l'école Carillon à Sherbrooke. Et puis je pense que c'est une préoccupation de plus en plus des jeunes concernant la préservation de notre planète. Est-ce qu'on voit la pollution de l'espace? Alors, Léana, on voit la pollution, par exemple, au-dessus des très grandes villes de la planète. On voit une espèce de halo grisâtre, un peu comme la fumée de toutes les voitures des usines. Alors ça, on voit ça un peu. On voit pas vraiment des choses comme la pollution des océans. Ça se voit pas vu de l'espace, même si on sait que c'est là, par exemple, tout le plastique qui est, les déchets à l'intérieur de l'océan. Ça, on les voit pas vu de l'espace, mais on sait que c'est là. La seule chose qu'on voit vraiment, c'est le smog, ce qu'on appelle. Donc, c'est l'espèce de c'est comme une brume grisâtre au-dessus des grandes villes. Ça, on le voit très, très, très clairement. Ouais. Une question, en fait, qui revient très souvent. Qu'est-ce qu'on mange dans l'espace? Et puis, quel est le plat qui vous a fait le plus plaisir en revenant sur Terre de manger? Alors, dans l'espace, on mange de la nourriture de camping. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà été en camping pour plusieurs jours, hein, ou pas juste des sandwichs, là, mais s'il faut partir plusieurs jours, souvent on amène de la nourriture déshydratée.
ou de la nourriture en boîte de conserve, ou scellée sous vide. Donc, c'est ça qu'on mange dans l'espace parce que notre nourriture est envoyée à peu près 6 mois d'avance dans des véhicules cargo. Et elle reste dans l'espace 6 mois à peu près aussi avant qu'on la mange. Donc, ça prend quelque chose qui peut être encore bon après 1 an hors d'un frigo. Alors, c'est pour ça que c'est de la nourriture déshydratée. On rajoute de l'eau chaude et ça redevient vraiment de la nourriture normale. Il y a beaucoup de variétés, c'est très bon. Ce qui est particulièrement le fun à bord, c'est quand on peut échanger avec les Russes, les Japonais, les Européens, entre nous, les Canadiens, les Américains, on peut échanger notre nourriture. Ça, c'est agréable. Moi, j'avais un petit extra parce que l'Agence spatiale canadienne avait réussi à faire déshydrater quelques paquets d'une recette familiale, donc que ma conjointe Véronique avait fait pour moi, un peu en surprise. Et c'est ce qu'on amène, nous, quand on va en camping. Donc, j'avais de la nourriture maison déshydratée qui m'attendait à bord. Ça, c'était vraiment mon trésor. Et donc, les choses... quand je suis venu sur Terre, le plat préféré, c'est vous de quoi j'avais envie? Ça va être drôle. J'avais envie de manger des œufs le matin. J'avais envie de me faire des œufs au miroir, tout simplement. Je m'ennuyais de ça. Ouais. Une question de Dahané, classe de 2e année à Sacré-Cœur. Si vous aviez retourné dans l'espace dans le futur, c'est quoi que vous aimeriez faire de différent? Aïe, aïe, aïe. Si j'avais la chance de retourner dans l'espace, j'aimerais ça peut-être aller m'éloigner un peu plus loin de la Terre et me rapprocher de la Lune, par exemple. Le Canada s'est joint à la NASA pour un grand projet de bâtir une station orbitale près de la Lune. Et peut-être, il y aura sûrement des Canadiens qui auront la chance d'y aller. Peut-être même des Canadiens qui auront la chance d'aller sur la Lune. Ça, on ne sait pas encore. Ça serait vraiment excitant. Ça serait vraiment un beau rêve. Mais sinon, c'est simplement revoir la Terre vue de l'espace. C'est tellement beau, la Terre vue de l'espace. C'est tellement touchant parce que c'est la seule chose qui vit autour. Ce qui est le plus impressionnant, la Terre, c'est beau. La petite ligne bleue de l'atmosphère, c'est comme une petite brume qui est collée sur la Terre, qui nous garde en vie. Mais ce qui est particulièrement impressionnant, à part la beauté de la Terre, c'est que quand tu te retournes, tout ce que tu vois, c'est du noir, il n'y a rien. Il y a juste la Terre qui existe pour nous. C'est ça notre maison dans l'univers. Tout ce qu'il y a autour, la Lune, c'est une boule de roche. On ne peut pas vivre là. Le Soleil, c'est du feu. On ne peut pas vivre là. Les autres planètes, c'est désespérant, comment c'est inhospitalier, c'est des déserts. Donc, on se sent très, très terrien quand on va dans l'espace. C'est paradoxal, hein? Mais c'est surtout ça qu'on ramène de l'espace. C'est un sentiment d'appartenance à la Terre. Une question un peu connectée. En fait, j'ai eu 2 questions un peu en lien. Si on avait allé sur Mars, ça prendrait combien de temps? Et puis, en même temps, beaucoup de personnes se posent la question. On est allé sur la Lune en 1969. Ça fait plus de 50 ans. Pourquoi on n'y est pas retourné depuis? Alors, d'abord, Mars. Combien de temps ça prend pour y aller? Évidemment, ça dépend à quelle vitesse on y va. Plus on va vite, moins c'est long. Mais plus on va vite, plus il faut freiner fort en arrivant, donc plus c'est dangereux. Avec les technologies actuelles, on parle probablement de 9 mois de voyage. Et là, il y a une petite nuance. Hein? La Terre et Mars tournent toutes les deux autour du Soleil, mais sur des orbites différentes. Hein? Le Soleil est là, la Terre tourne autour et Mars tourne autour. Et il faut bien se synchroniser. Il y a un bon moment où la Terre, si on veut, nous pousse vers Mars, et c'est plus facile de s'y rendre. Une fois qu'on arrive vers Mars, il faut rester sur Mars assez longtemps pour que la Terre et Mars reviennent dans les bonnes positions pour que Mars nous pousse vers la Terre. Et ça fait qu'il faut rester sur Mars à peu près 1 an et demi. Donc, c'est des missions d'environ 3 ans. 9 mois pour y aller, 1 an et demi sur place, 9 mois pour revenir. C'est ça qu'on envisage en ce moment. Donc, c'est des très, très longues missions. Personne n'est jamais resté aussi longtemps que ça à date dans l'espace. La deuxième question, c'était, la Lune, pourquoi on n'est pas retourné? On n'est pas retourné parce que dans les missions spatiales, il y a toujours 2 facteurs. Il y a le facteur technique, il faut être capable d'y aller, et il y a toujours ce qu'on appelle aussi le facteur politique. Il faut vouloir y aller. Et la grande motivation des missions lunaires, à part l'intérêt scientifique, c'était aussi une espèce de compétition entre l'URSS, l'ancien nom de la Russie, et les États-Unis. Les deux étaient comme dans une course de technologie pour prouver qui était le plus avancé. Et le résultat, c'était la course vers la Lune. Donc ça c'était un grand facteur. Et une fois que
Cette course a été gagnée, le désir politique d'aller sur la Lune a diminué et donc les raisons scientifiques n'étaient pas suffisantes. Maintenant, ça redevient intéressant parce qu'on veut servir de la Lune comme d'un endroit pour se pratiquer pour aller sur Mars. C'est comme si, en ce moment, dans la station spatiale, on n'est pas très loin de la Terre, on peut encore revenir si ça va mal. C'est comme si on se pratiquait à faire du camping dans la cour de notre maison, en arrière. Comme ça, si ça va mal, on peut rentrer à la maison. Si on a froid, on peut rentrer à la maison. Bon. Mais là, notre matériel de camping, une fois qu'on a tout testé, on voudrait l'amener à la petite montagne une petite montagne qui est dans la région, là, à 1 heure de voiture. Ça, c'est la Lune. On peut encore revenir si ça va mal, mais c'est plus compliqué. Mais on a tout pratiqué dans la cour. On va sur la petite montagne. Et Mars, c'est comme aller au Mont Everest. Là, il faut vraiment être prêt. Il faut vraiment être sûr que tout fonctionne bien. On a testé ça sur la Lune, et là, avec ça, on va aller vers Mars. Donc, c'est ça, en ce moment, si on veut, la motivation nouvelle, l'intérêt nouveau de retourner sur la Lune. C'est pour se pratiquer, aller sur Mars. Une question de Zachary, 4e année à l'école Carillon. Est-ce qu'on peut faire pousser des légumes dans l'espace? Zachary, c'est une super belle question, ça. Alors, oui, j'en ai mangé. Moi, je faisais pousser de la salade dans la station spatiale. Donc, pas encore des légumes, mais de la salade. Et on rêve de développer ça. C'est pas facile de faire pousser des choses dans l'espace parce que les plantes, ils ont besoin de terre, d'eau, de lumière, mais il y en a beaucoup qui ont besoin de la gravité pour savoir dans quelle direction pousser. Et donc, on fait des études dans l'espace en ce moment pour se trouver c'est quoi les plantes qui poussent le mieux, si on veut, en apesanteur, qui génèrent le plus de protéines, par exemple, parce que on peut imaginer, si on fait un grand voyage vers Mars pendant 3 ans, on ne va pas amener 3 ans de nourriture avec nous. C'est pas possible. Il va falloir la faire en chemin. Il va falloir la faire pousser. Donc, le vaisseau spatial qui va aller vers Mars, ça va sûrement être une ferme, une genre de grande serre, hein, avec un grand jardin à l'intérieur et on va se nourrir avec ce qu'on va faire en chemin. C'est ça un peu notre rêve. Et aussi les plantes, comme vous savez, sur Terre, on est en échange avec les plantes. Hein. Vous avez appris ça à l'école que nous, on respire de l'oxygène et on expire du gaz carbonique, c'est notre déchet. Mais les plantes, elles se nourrissent de notre gaz carbonique et leur déchet, c'est de l'oxygène que nous. Alors, on est en échange avec les plantes. C'est comme ça qu'on recycle sur Terre l'oxygène et le gaz carbonique depuis des milliards d'années. Dans l'espace, ça nous prend ça aussi. Parce que c'est compliqué, fournir de l'oxygène, enlever le gaz carbonique avec des machines. Si on avait assez de plantes pour faire ça en symbiose avec les astronautes, là, ça serait parfait. On aurait recréé le système terrestre. Une question de l'école de Farnham. Comment on se sent lorsqu'on décolle à partir de la navette? Alors, le décollage, c'est comme, imagine-toi, hein, la fusée, d'abord, on nous amène, on s'est pratiqué longtemps, donc je connais tous les ordinateurs, les procédures à bord, mais j'ai jamais ressenti la fusée avant d'y être allé. Alors, le jour du décollage, on était bien en scaphandre, on s'approche de la fusée, wow, elle est grande, on sent qu'elle vibre parce qu'on est rempli de fuel, elle est prête à partir. Et là, les astronautes montent à bord et tout le monde s'en va. Parce que c'est dangereux d'exploser. Hein? Alors ça, c'est la première chose qui vient en tête. Il reste juste nous, là. Tout le monde est parti caché dans un bunker. Et là, on va à l'intérieur, on est assis un peu comme ça, là, tu sais, sur le dos. Comme ça, là, on est assis dans un petit siège, les jambes comme ça, pour que la force de l'accélération, tu sais, nous soit pas dans ce sens-là, ça ferait tomber le sang, puis on s'évanouirait. Mais soit plutôt dans ce sens-là, ça rend ça difficile à respirer, mais au moins on ne s'évanouit pas. Donc on est bien attaché, la ceinture très serrée. Et là, quand on allume les moteurs, on se sent l'accélération, comme quand on est en voiture puis qu'on accélère, là. Mais c'est comme ce sentiment-là, pas pendant 1 seconde, pendant 10 minutes, ça n'arrête pas. On n'arrête pas d'accélérer. Puis à chaque fois qu'on coupe les moteurs pour allumer un autre moteur, on s'approche en avant, l'autre moteur accélère. Et c'est incroyable la vitesse qu'on accumule. Et après 10 minutes d'accélération comme ça, on est rendu dans l'espace et on va à 8 km par seconde. 8 km à chaque seconde. C'est 10 fois plus vite qu'une balle de fusil. On fait le tour de la Terre en 1h30 à cette vitesse-là. Et on arrive dans l'espace, on arrête les moteurs, et c'est là qui est spécial, parce qu'après tout cet écrasement, ces vibrations, quand on arrête les moteurs, il n'y a plus un bruit, on est en train de flotter dans le vide spatial, et si on se détache, on flotte. Soudainement, on est en apesanteur,
Et c'est vraiment un sentiment d'être dans un autre monde. C'est comme d'être dans un rêve. Ça prend du temps avant d'accepter que c'est ça la réalité. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Le décalage en physique, telle énergie. C'est comme un enfant, tu sais, que ses parents le prennent dans ses bras et l'amènent là avec une grande force. C'est un peu ça, comme ça qu'on se sent. Une question d'Alexa, 6e année à l'école Champlain. Je pense que tout le monde considère David Saint-Jacques comme modèle, je pense, aussi bien en dehors, comme je le mentionnais au tout début, lorsque j'ai fait votre présentation, vous n'êtes pas simplement astronaute, mais aussi astrophysicien, ingénieur, médecin. Donc, quelle formation il faut avoir pour être astronaute et puis les simulations qui sont en lien avec ça? Quelles études on fait pour faire ça? Alors, d'abord, je vais répondre en deux parties. Est-ce qu'on fait avant d'être astronaute? Est-ce qu'on fait une fois qu'on est choisi? Alors, une fois qu'on est choisi comme astronaute, ce qu'on nous apprend comme le métier d'astronaute, on nous apprend comment utiliser le bras robotique canadien pour apprendre à s'en servir. C'est parce que c'est tout compliqué, cette grosse machine très forte qu'on voit à distance. C'est comme jouer à un jeu vidéo en regardant 3 écrans et en utilisant 2 manettes en même temps. On apprend ça. On apprend le scaphandre, comment il fonctionne, parce que le scaphandre, c'est pas juste des vêtements, c'est comme un mini vaisseau spatial à forme humaine, avec tous les ordinateurs, les systèmes de contrôle, le système d'oxygène, la radio. Fait qu'il faut maîtriser l'habit, comment le bouger. Ça, on fait ça dans une immense piscine avec des vrais scaphandres. Ça prend plusieurs années avant de maîtriser le scaphandre. On apprend tous les systèmes de la station spatiale, les procédures d'urgence, la fusée, comment ça fonctionne. Moi, j'ai dû apprendre à parler russe pour pouvoir aller en Russie pendant 3 ans, apprendre à piloter la fusée Soyouz. Donc, tous les astronautes apprennent les langues étrangères. On apprend à piloter des avions de chasse. Si on n'est pas déjà un pilote soi-même, il faut apprendre à piloter un avion pour l'entraînement psychologique, surtout, à répondre là, aux urgences en vol, parce que c'est psychologiquement très semblable à l'environnement d'une fusée. C'est ça, en gros, qu'on apprend une fois qu'on est choisi comme astronaute. Mais qu'est-ce qu'on... Tout le monde, les astronautes avaient une autre carrière avant. Il y a personne qui commence sa vie comme astronaute. Donc, il y a plein de chemins différents. Moi, j'étais médecin quand j'étais choisi comme astronaute. Il y en a qui sont pilotes, il y en a qui sont ingénieurs, il y en a qui étaient professeurs, il y en a qui sont des biologistes, il y en a qui... Donc, c'est toujours déjà un peu technique, mais il n'y a pas vraiment un chemin décerné d'avance. Il y a 3 choses qui sont importantes, je dirais, pour tous les astronautes. D'abord, les astronautes, il faut avoir eu vraiment une passion dans son domaine d'études et dans son domaine de travail, parce que la seule manière d'être très, très bon dans ce que tu fais, oui, il faut travailler fort, mais il faut surtout aimer ça. Parce que si tu n'aimes pas ça, tu n'auras jamais l'énergie dans ton cœur pour aller au bout de toi-même et être le meilleur que tu puisses être. Donc, c'est des gens qui avaient une passion et qui étaient excellents dans ce qu'ils faisaient. Deuxièmement, les astronautes, il faut être en bonne santé. Il faut respecter son corps. C'est pas nécessaire d'avoir une médaille olympique, là. Moi, je suis pas un super athlète, mais j'aime ça, faire de l'exercice, puis je me maintiens en bonne santé. Donc, et puis ça, peu importe c'est quoi ton rêve dans la vie, c'est sûr que tu as besoin de ton corps pour l'accomplir. Astronaute ou pas astronaute, c'est notre outil principal, c'est notre meilleur ami. Donc, il faut respecter son corps, attention à ce qu'on mange, l'exercice, le sommeil, tout ça. Puis la troisième affaire, c'est surtout en termes de personnalité, en termes de caractère. Et les astronautes, c'est des gens qui tiennent leur parole. C'est très important. Quand un astronaute dit « je vais le faire », c'est sûr qu'il va le faire. Ou en tout cas, c'est sûr qu'il va vraiment faire son possible et qu'il va essayer fort. Et donc ça, même un enfant, il n'est jamais trop tôt pour commencer à se pratiquer, à tenir sa parole, à prendre des décisions, et puis à devenir quelqu'un de digne de confiance. Et ça, c'est très, très important, pas juste pour les astronautes, mais pour tout le monde dans la société. Donc moi, je dirais que c'est ça les 3 choses. Il n'y a pas de chemin pour être astronaute, mais c'est ça les 3 parties. Il faut trouver une passion et devenir être le meilleur qu'on puisse être professionnellement pour s'épanouir, respecter son corps, être en bonne santé et être quelqu'un de digne de confiance. Une question de plus grands enfants. En fait, Mathieu Labrie, qui est finissant en génie chimique à l'université de Sherbrooke, qui pose la question « Quel a été le plus grand défi ou le plus surprenant dans l'apprentissage de la capsule Soyouz ?» Ah, Mathieu, ouais. Alors, le plus grand défi, c'est que c'était en russe, pour moi.
Les panneaux, c'est écrit en russe, les manuels sont écrits en russe, la radio est en russe, c'est sûr, ils vont tout en russe. Quand les Russes viennent à la NASA ou au Canada pour apprendre le droit canadien, ben, on leur parle en anglais, puis tout est en anglais, fait qu'eux, il faut qu'ils parlent anglais. Mais nous, quand on va chez eux, c'est tout en russe, il faut qu'on parle russe. Fait que ça, c'était le plus gros défi. Mais une fois que tu parles russe, ce qui était le plus intriguant dans le vaisseau Soyouz, c'est que c'est comme ce qui est particulier du Soyouz, c'est que vous savez, le Soyouz actuel est le descendant direct de la fusée de Yuri Gagarin. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au lieu de recommencer à zéro, ce que les Russes, les Soviétiques d'abord, puis les Russes ensuite ont fait, c'est ils ont juste modifié, amélioré cette première fusée. Donc, encore de nos jours, en 2021, les fusées Soyouz d'aujourd'hui, on voit encore des choses qui datent des années 50. Des choses fiables qui marchaient à ce moment-là, qui marchent encore. Ils ont rajouté des choses très high-tech à l'intérieur, des nouveaux ordinateurs, mais ils ont toujours gardé les vieux systèmes très fiables. Et ce qui fait que pour le Soyouz, il y a toujours plusieurs portes de sortie, si on veut. Quand il y a un problème, si le système moderne ne fonctionne pas, on a encore le vieux système qui a marché 50 fois dans les années 70. Donc, il est toujours là, en backup. Ça, c'est très rassurant. C'est ça qui fait du Soyouz une fusée extrêmement fiable. Parce qu'il y a plusieurs manières de sortir du pétrin s'il y a un problème. Et donc, c'est une approche assez conservatrice, disons, point de vue technologique. Ça fait que c'est très compliqué à comprendre parce qu'il y a plusieurs épaisseurs, plusieurs couches archéologiques de technologie, mais ça le rend, c'est très rassurant quelque part, ça le rend très, très fiable. Donc ça, c'est particulier. Puis c'est comme pour moi, je m'ai toujours intéressé les machines, donc c'est quand même fascinant d'étudier une fusée moderne et en même temps comprendre comment fonctionnaient des fusées il y a 60 ans, parce que c'est un peu souvent la même technologie. Une question de Marc Aurel, 9 ans. Est-ce qu'il y a du vent ou des tempêtes dans l'espace? Bonne question. Oui, alors, bon, il n'y a pas de vent comme on l'entend, c'est-à-dire, le vent dans les cheveux, là, parce qu'il n'y a pas d'air, mais deux choses. D'abord, là où est l'atmosphère, ça finit pas une ligne carrée. Hein? L'atmosphère, il y en a beaucoup au sol, puis plus on monte, moins il y en a, moins c'est dense. Éventuellement, dans l'espace, là où est la station spatiale, il y a encore quelques petites molécules d'air. Donc, il y a un petit peu de vent, mais c'est très, très faible. Mais ça fait que c'est assez pour que la station ralentisse doucement à cause de ce vent, ces grands panneaux solaires. Donc, à chaque mois, il faut lui donner un petit boost parce qu'elle a ralenti. Donc, il y a un petit peu de vent, si on veut, comme le vent quand on est en voiture. Il ne vente pas dehors, mais quand on avance, ça fait comme du vent, il y a ça. Mais l'autre vent de l'espace, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. C'est tout ce flux, il n'y a pas juste de la lumière qui vient du soleil, mais il y a des particules chargées de la radioactivité. Ça a une certaine masse, une certaine inertie, donc ça pousse les choses. Donc, il y a du vent solaire. Et il y a même des gens qui ont eu l'idée de faire des vaisseaux spatiaux avec des énormes voiles qui pourraient bouger grâce à ce vent solaire, cette pression qui vient du rayonnement du soleil. Une question qui vient de Valérie Lannoy, étudiante au doctorat donc à l'université de Sherbrooke. Avez-vous fait des expériences scientifiques dans l'espace? Peut-être que je peux aller un petit peu plus loin en tant que neuroscientifique. On entend beaucoup parler des cellules souches. Et puis, lorsqu'on parle des cellules souches, évidemment, on sait tous que quand on vieillit, peu importe qu'on soit astronaute, ingénieur, médecin, notre nombre de neurones diminue avec l'âge. Donc, après 25 ans, malheureusement, notre nombre de neurones diminue. Et puis, effectivement, quand on a des cellules souches, une certaine réserve dans notre cerveau de cellules souches qui pourraient conduire à la synthèse de nouvelles cellules neuronales. En lien avec ça, pourquoi on fait des études sur les cellules souches et quels autres types d'expériences scientifiques on fait dans l'espace? Alors, la réponse générale à la recherche scientifique, la recherche surtout à caractère un peu médical ou biologique dans l'espace, c'est que aller dans l'espace, c'est mauvais pour la santé. Et c'est mauvais pour la santé d'une manière qui ressemble toujours à des maladies, des vraies maladies, si on veut, terrestres. Par exemple, l'ostéoporose. Les astronautes développent l'ostéoporose comme les personnes âgées sur Terre, des problèmes cardio, des problèmes de, je sais pas, par exemple,
de rigidification des artères, comme les gens qui ont des maladies athérosclérotiques, des problèmes neurologiques, des problèmes de vision, tout ça, mais c'est des problèmes qui se développent dans l'espace très rapidement chez des individus, par ailleurs, en très bonne santé. Donc, on est comme parfait sujet de laboratoire pour la recherche médicale. Donc, c'est nous les sujets, c'est nous les cobayes. Ça, c'est une raison. Après ça, bien, il y a le fait que il y a beaucoup de recherches technologiques dans l'espace, par exemple en télémédecine, parce que le problème, si on veut, d'aider les astronautes à rester en bonne santé puis prendre soin de leur santé, c'est compliqué à cause de leur distance vers des hôpitaux, des soins médicaux, mais c'est le même problème qu'on a sur Terre quand on vit en région éloignée. Donc, c'est très intéressant de développer des technologies pour l'espace qui servent sur Terre. Et souvent, le fait que c'est extrêmement difficile dans l'espace, ça nous force à vraiment nous creuser la tête. Et là, on développe des idées qui, après ça, nous servent sur Terre, comme les ordinateurs, par exemple. C'est grâce à Apollo, essentiellement, qu'on a les ordinateurs actuels. Et donc, plus spécifiquement pour les cellules souches, c'est intéressant de faire de la recherche dans l'espace parce que une cellule dans notre corps in vivo, ça se développe en 3 dimensions. Hein? Ça se développe, c'est parce que ça flotte, c'est dans un tissu, donc ça peut pousser partout. Mais quand on est dans un laboratoire sur Terre et qu'on essaie de faire pousser des cellules souches, ils sont pris dans un pétri, ils sont pris en 2 dimensions. Ça marche pas, c'est pas réaliste. Alors qu'en espace, on peut vraiment simuler parfaitement bien la croissance naturelle. Et donc, c'est un environnement qui se porte très bien à la recherche sur les cellules souches, la pesanteur. Le temps passe vite. Je sais qu'on avait une demi-heure pour les questions. Peut-être une dernière question, peut-être un petit peu plus philosophique, je dirais, en fait, qui nous vient de Jean-Pascal Lemelin, qui est notre vice-recteur adjoint. Quel impact a eu ce voyage de plusieurs mois dans l'espace sur votre perception de l'importance relative des choses, notre place dans l'univers? Et j'imagine qu'on ne peut pas vivre une telle expérience sans qu'elle nous change de manière indélébile. Oui, alors, c'est un processus qui s'est produit lentement. Hein. Déjà, après 10 ans à travailler à la NASA dans le programme spatial, j'avais commencé à absorber cette vision-là, cette perspective On parle souvent de la nature humaine. Hein. C'est quoi la nature humaine? Ça peut être bien des choses, ça peut être philosophique, ça peut être spirituel, mais en termes pratiques, la condition humaine dans le cosmos, c'est qu'on vit sur une petite bille bleue au milieu de nulle part. Et on est très, très exposé. Et ça, on le sait tous abstraitement, mais de le voir de ses propres yeux, c'est vrai que ça change la perspective. C'est maintenant une évidence pour moi qu'on appartient à la Terre et non pas le contraire. Que c'est un peu comme la vision, c'est comme un alpiniste au bout de sa corde. T'as juste une corde. C'est sûr qu'il faut que tu fasses attention à ta corde. C'est une évidence pour moi. Et donc, et le fait aussi que quand tu regardes la Terre vue de l'espace, il n'y a pas de tuyau qui amène de la nouvelle air ou de la nouvelle eau. Non, il n'y en a pas. Elle flotte au milieu de nulle part. C'est clair que c'est une boucle de recyclage et que c'est pas infini les ressources. C'est évident qu'après ça, tu regardes, il n'y a pas de frontières vue de l'espace. C'est clair que les tensions politiques qui sont réelles, elles sont quand même créées par l'être humain. Donc, on est capable d'aller au-delà. Et d'ailleurs, comme astronaute, c'est une de nos fiertés professionnelles de faire partie d'une entreprise internationale. Même si des fois, il y a des chicanes à l'intérieur des partenaires de la station spatiale, ça marche à tous les jours. À tous les jours, on fait la démonstration qu'on est capable de travailler ensemble. Même des pays qui, par ailleurs, s'entendent pas bien du tout, des pays qui, il y a 50 ans, s'envoyaient des bombes sur la tête, travaillent dans l'espace. Et ça, je trouve que c'est une des forces du programme spatial. Et ça donc, il y a 2 aspects que je suis ramené de l'espace. D'abord, cette vision un peu, ça fait réfléchir à quel point on est isolé, à quel point on est exposé, à quel point les ressources sont, il y a une quantité finie, à quel point il n'y a pas de temps à perdre à résoudre les problèmes environnementaux et politiques auxquels on fait face. Donc ça, c'est un peu, pas angoissant, mais c'est un gros défi. Mais de l'autre côté, je suis revenu avec une grande confiance qu'on est capable. Aucun doute qu'on est capable. Et comme père de famille, comme citoyen, ça m'a réjoui de voir à quel point ça fonctionne bien, le programme spatial, malgré toutes les tensions, malgré toutes les différentes différences d'opinion. Quand on décide d'aller au-delà de nos différences, de se concentrer sur ce qu'on a en commun, on est capable de travailler ensemble. Donc, ça m'a vraiment rassuré pour notre avenir, même si les défis
sont énormes. Il faut vraiment être lucide à ce sujet-là. Merci beaucoup pour d'avoir terminé sur une note très positive. Je pense qu'avec les défis aussi sur Terre, avec la COVID, on a fait la démonstration que scientifiques, on était capable de travailler ensemble aussi, je pense, pour aller plus loin et relever des défis de façon à faire des vaccins dans un temps très, très court. Donc j'aimerais, au nom du comité des activités grand public de l'ACFAS, vous remercier d'avoir accepté cette conférence et puis surtout d'avoir fait rêver un peu pas simplement les plus jeunes, mais même les plus vieux comme moi, de cette conquête de l'espace. Et j'espère qu'on ira plus loin dans le futur aussi. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, M. Sarré. Merci tout le monde. Je vais parler particulièrement aux jeunes. Là, notre avenir est dans votre tête. C'est la plus précieuse des ressources de l'humanité. C'est le cerveau de ces enfants, de ces jeunes, parce que c'est vous notre avenir. Et n'hésitez pas à être vocaux dans vos idées. C'est entre vos mains que ça se retrouve. Donc, merci d'avance. Merci d'avance pour tout ce que les jeunes font et vont faire pour nous. Merci encore. Bonne journée. Bye tout le monde.